Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième conférence du cycle Voix du Hub France IA. Comme vous le savez peut-être déjà, le Hub France IA est une association à but non lucratif qui aide ses membres à déployer tous les usages possibles de l'IA appliquée. Et l'enjeu est également pour le Hub d'articuler l'IA française au sein d'une IA européenne un peu plus souveraine. Qu'est-ce que le cycle Voix? C'est une initiative donc du Hub Francia et du Voice Lab. Le Voice Lab, qui a débuté au sein de notre groupe de travail dédié à la voix, est une marketplace de toutes les solutions IA dans la voix et nous sommes ravis de la voir se déployer à la faveur aussi de sa réussite à l'appel à projet mutualisation des données. Donc aujourd'hui, c'est la troisième conférence du cycle Voix. La première était assez technique, la deuxième sur les cas d'usage. Et aujourd'hui, nous allons appréhender un sujet essentiel pour ce marqueur biométrique, la protection des données vocales et toutes les méthodes associées pour le faire. Je vais de suite passer la parole à notre animateur, qui est donc Eric Bolo, CTO de Bad Voice Technologies, et qui va vous présenter l'ensemble des intervenants. Eric, la parole est à toi. Merci Gaël, bonsoir à tous. Donc, bienvenue au cycle Voix numéro 3 que je vais co-animer avec Consuelo Innocenti, qui est la programme manager du Voice Lab. Pardon. Et le sujet d'aujourd'hui, comme l'a dit Gaël, ça va être un sujet essentiel qui a des enjeux de recherche, des enjeux sociétaux, à savoir la protection des données vocales. Quels sont les enjeux, quelles méthodes existent, quel est l'état de l'art, quelles perspectives et quels défis. Les données vocales, ce sont des données sensibles. Le RGPD les définit même comme une donnée biométrique qui peut être utilisée à des fins d'identification. La voix contient de nombreuses informations personnelles qu'on peut déduire manuellement ou automatiquement avec plus ou moins de précision. Par exemple, mais c'est une liste non exhaustive, l'âge, le sexe, l'état de santé du locuteur. Par ailleurs, souvent pour le développement d'algorithmes de traitement de la voix, on a besoin d'un accès humain à la donnée vocale à des fins de transcription manuelle pour le cas de la retranscription automatique. Or ça présente un risque évident de reconnaissance du locuteur par l'annotateur, soit parce que l'annotateur connaît personnellement le locuteur, soit parce qu'il a à sa disposition une base déjà identifiée d'enregistrements vocaux qui peut servir de comparatif. Enfin, les méthodes de synthèse vocale imitative ont fait des progrès remarquables, notamment avec des architectures de réseaux de neurones profonds. Et donc, ils peuvent permettre aujourd'hui aux hackers, avec un degré de réalisme assez bluffant, d'assumer l'identité d'un tiers qui peut donc permettre le vol d'identité par, entre guillemets, voice spoofing. Alors, petit exemple. Est-ce que vous allez entendre le son? J'imagine que vous n'entendez pas le son là. Consuelo, est-ce que le son est audible? Non. J'aurais dû tester ça. Si tu peux aller sur YouTube, Consuelo, et mettre ton micro, comme ça on peut l'entendre un petit peu. Oui. Vous l'entendez? Si tu n'es pas sur haut-parleur, est-ce que tu es sur haut-parleur? Non. Je l'entends, mais c'est très faible. Et si tu te mets sur haut-parleur et que tu mets le volume plus à fond, on va peut-être l'entendre. Excusez-nous pour ça. Pour ceux qui, si vous voulez, je peux envoyer le lien. Oui. Si tu l'as, et tu peux l'envoyer sur le chat.
Bon, bah, désolé, effet démo un peu Ça fait raté, querelle la moyenne. mais vous avez accès, la vidéo est sur YouTube, c'est assez bluffant. C'est Obama qui lit la Genèse, sauf que c'est pas vraiment Obama, c'est une voix synthétique qui a été générée par un algorithme de synthèse. Donc deux exemples qui peuvent éclairer sur les enjeux associés à la voix. En 2019, Bloomberg a révélé que des milliers d'employés d'Amazon à travers le monde avaient eu accès à des quantités très importantes de données vocales non anonymisées qui provenaient de requêtes des utilisateurs de l'assistant vocal Alexa. Et ça, bien sûr, ça pose des problèmes de confidentialité très importants. Plus récemment, donc l'année dernière, en 2021, une banque des Émirats arabes unis reçoit un appel d'un de ses clients qui demande un transfert de 25 millions de dollars à des fins pour une opération d'acquisition. Le banquier n'y voit que du feu, accepte le transfert et 25 millions de dollars, comme ça, à la fin d'un appel téléphonique, se retrouvent sur le compte des hackers. Évidemment, il ne s'agissait pas de la voix du client, mais encore une fois, de synthèse imitative. Ce sont que deux exemples parmi d'autres, et on peut s'attendre à ce que ce genre de situation ou de risque se multiplie à mesure que les services d'IA vocaux se popularisent. Donc, comment protéger les données vocales? Plusieurs approches existent, je vais en mentionner quelques-unes. La première et peut-être la plus simple, c'est d'essayer au maximum de respecter le principe de minimisation. Pour les assistants vocaux, ça pourrait se traduire en fait, éviter de transférer le signal vocal sur internet et donc que la voix des utilisateurs se retrouve dans des serveurs. Conserver donc le signal en local et inférer, c'est-à-dire prédire en local, par exemple faire de la retranscription. Et après, on peut éventuellement envoyer une retranscription qui est plus légère, mais qui est aussi plus anonyme, plus protégée vis-à-vis des données personnelles au serveur. Donc les bénéfices du point de vue de la protection des données sont évidents, mais cette contrainte implique plusieurs inconvénients. D'abord, les meilleurs algorithmes en traitement de la parole aujourd'hui reposent sur des architectures complexes qui contiennent des millions, voire des centaines de millions de paramètres. Souvent, ça requiert beaucoup de puissance de calcul. Or, quand on déploie localement sur chaque appareil, sur chaque objet connecté, le hardware et le software nécessaires pour faire l'inférence en local, déjà, ça peut coûter beaucoup. Ensuite, on ne peut pas profiter de l'élasticité du cloud. Donc, les ressources sont fixes, alors que l'utilisation, elle varie. Et puis, bien sûr, la donnée, si on reste strictement dans le contexte local, ne peut pas être utilisée pour améliorer les algorithmes. Autre approche, c'est d'anonymiser le contenu verbalement, sémantiquement identifiant dans l'audio. Ça suppose qu'on a à disposition un algorithme de reconnaissance vocale, speech-to-text, ASR, assez fiable, qui va produire la transcription. Sur la transcription, on va faire tourner un modèle qu'on appelle de reconnaissance d'entités nommées et qui va reconnaître des séquences de mots identifiants. Donc, ça peut être des patronymes, des adresses, des numéros de téléphone, etc. Pour ensuite effacer les segments audio correspondants. C'est une approche utile, assez pratique, assez simple, mais qui ne contribue en rien, bien sûr, à effacer les caractéristiques identifiantes ou sensibles dans le signal vocal lui-même. Donc aujourd'hui, on va parler de deux autres approches très prometteuses parce que, en principe, elles pourraient offrir une sécurité et une confidentialité similaires à ce qu'on a dans le cas du déploiement en local où la voix reste chez l'utilisateur. En tout cas, c'est la promesse ou l'ambition. Donc ces deux méthodes sont d'abord l'anonymisation du signal vocal. Et là, l'idée, ça va être d'effacer, dans la mesure du possible, la signature vocale d'un segment d'audio, d'un enregistrement, tout en conservant la partie du signal qu'on va utiliser dans le traitement ultérieur. Donc, si par exemple, on veut faire de la reconnaissance vocale sur un signal anonymisé, il faut bien sûr que
que le contenu phonétique soit conservé. Deuxième méthode, c'est en réalité une famille d'approches et de techniques, c'est l'apprentissage fédéré, qui s'oppose à l'approche classique. L'approche classique, c'est quand on a des données dispersées, on va les centraliser et entraîner un modèle sur la base centralisée. Là, les bases de données restent dispersées. C'est le défi, mais c'est aussi l'avantage principal de l'apprentissage fédéré. Ça réduit bien sûr les risques de perte, les risques de vol. Ça permet de rester en conformité avec des contraintes légales liées à la localisation des données. Donc les données restent séparées, géographiquement, logiquement, légalement. Mais le modèle, lui, va circuler entre différentes bases de données, donc ces bases de données dispersées, qui potentiellement appartiennent à plusieurs acteurs. C'est ces deux approches qui vont être au cœur de notre discussion aujourd'hui. Et je laisse la main à Consuelo pour présenter les intervenants. Oui, merci beaucoup Eric pour cette introduction. Comme évoqué, on va voir avec nos intervenants pour discuter sur ces deux dernières approches qu'on a citées. Nous avons donc convié ce soir 4 chercheurs et 2 praticiens qui travaillent sur l'apprentissage fédéré, l'anonymisation, le traitement automatique de la parole ou à l'intersection de ces 3. Alors, je commence. Nous avons ce soir avec nous Aurélien Bellet. Bonsoir Aurélien. Vous êtes chercheur à l'INRIA, vous travaillez sur l'apprentissage automatique, la protection de la vie privée et l'apprentissage fédéré. Vous avez aussi coordonné plusieurs ateliers scientifiques autour de la protection des données et de l'apprentissage fédéré. Et depuis 2018, vous avez publié plusieurs travaux sur l'anonymisation des données vocales et en collaboration avec Emmanuel Vincent. Merci. Nous avons aussi avec nous Jean-François Bonastre ce soir. Bonsoir. Jean-François, vous êtes professeur des universités et porteur principal de la chaire partenariale en intelligence artificielle, le LIA, le laboratoire informatique d'Avignon, ancien président de l'International Speech Communication Association et de l'association francophone de la communication parlée. Vous avez publié de nombreux travaux sur l'apprentissage automatique et le traitement automatique de la parole, en particulier en lien avec l'identification par la voix et l'anonymisation. Merci. Je continue. Nous avons aussi avec nous ce soir Eric Boniface. Bonsoir Eric. Vous êtes directeur et cofondateur de Labelia Labs, donc association loi 1901, dont les travaux portent d'une part sur l'apprentissage fédéré respectant la vie privée et d'autre part sur l'IA responsable et de confiance. Voilà. Vous avez récemment lancé le label Labelia qui valorise la pratique responsable de l'apprentissage automatique. Merci. Ensuite, nous avons avec nous Jean-Patrice Glavkides. Bonsoir Jean-Patrice. Vous êtes fondateur, bonsoir, vous êtes fondateur de Data Valoris, société spécialisée dans l'optimisation des réseaux neuronaux à l'aide d'algorithmes génétiques. Et vous êtes responsable des projets pédagogiques autour de l'IA et de la transformation digitale à Paris-Dauphine. Merci. Je continue. Nous avons avec nous aussi Othman Marfok. Bonsoir Othman. Vous êtes doctorant de deuxième année à INRA de Sophie Antipolis et vos travaux portent sur l'apprentissage fédéré et l'optimisation distribuée. Vous travaillez sur la théorie de l'apprentissage distribué et hétérogène et vous étudiez également et particulièrement la manière dont la variabilité des données et des conditions d'entraînement local affectent l'apprentissage. Merci. Et pour finir, nous avons avec nous aussi Emmanuel Vincent. Bonsoir. Emmanuel, vous êtes directeur de recherche à INRIA Nancy, spécialisé dans le machine learning appliqué à la parole. Vous avez coordonné le projet européen Comprise, qui vise à construire une méthodologie et un kit de développement logiciel interopérable et private by design pour les services d'IA vocal. Vous avez travaillé aussi sur la protection de la vie privée et depuis récemment, vous participez au développement d'une plateforme open source pour créer des assistants vocaux multimodaux. Voilà, là j'ai fini l'introduction à nos intervenants. Encore merci à tout le monde d'être là et d'avoir accepté notre invitation. Je passe ensuite la parole à Eric qui va commencer avec nos questions et on a beaucoup de questions.
On vous invite à prendre la parole et ensuite, si vous avez dans notre public, vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'onglet dédié questions. Merci beaucoup. Merci Consuelo. Donc, je propose de commencer par des questions plutôt générales, plutôt globales sur les enjeux et les risques. Et une question simple pour commencer. Quel type de données personnelles et ou sensibles peut-on trouver dans la voix? Jean-François Bonastre, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Merci pour la question. Je peux commencer, mais je suis sûr que mes collègues pourront compléter. Nous allons trouver essentiellement deux types de données. Des données liées au contenu linguistique, donc le contenu de ce que vous dites, et toutes les données qu'on appelle paralinguistiques, dans lesquelles on va trouver, comme vous l'avez dit, l'identité, le genre, l'état psychopathologique, les origines, la langue parlée. Alors ça peut aller assez loin. Il y a des travaux qui montrent par exemple que on est capable de détecter l'influence, donc pas forcément de la reconnaître, mais de détecter l'influence de la langue de vos parents qui est parlée à la maison, même si vous ne parlez pas cette langue-là. Et le fait d'avoir baigné durant l'apprentissage dans un type de langue particulier va influencer votre manière de parler. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la voix. Ce qui veut dire qu'on peut trouver dans la voix des choses assez poussées sur les origines des personnes, leur milieu socioculturel, etc. Alors, si vous regardez d'autres travaux, il y a pas mal de travaux aussi qui disent que dans la voix, on peut travailler ou détecter l'attractivité sexuelle que vous pouvez avoir, etc. J'irai pas plus loin pour l'instant. Je précise juste que c'est pas parce que des travaux existent et montrent que tous ces éléments-là ont une influence sur la voix qu'on est capable d'inverser les choses et de reconnaître de manière solide l'ensemble de ces éléments-là. Voilà, je laisserai peut-être d'autres collègues compléter, parce que c'est une question qui est vraiment importante. Sur les deux points, autant au niveau du contenu linguistique, on peut aussi aller très loin, et sur le contenu paralinguistique. Des deux côtés, il y a des informations qui sont potentiellement vraiment personnelles, qui vont transparaître dans la voix. Merci. Merci beaucoup, Jean-François Bonastre. Jean-Patrice Glafkides, vous avez... Alors, voilà, moi, je vais pas rajouter beaucoup plus de choses parce que je pense que Jean-François et ce qui a été présenté juste avant fait bien le tour des différentes problématiques. Moi, je vais plutôt le compléter en se disant c'est une bonne chose l'anonymisation, mais en fait, la vraie question, c'est la désanonymisation. C'est pas tant le problème de l'anonymisation, même s'il est réel, hein, c'est est-ce qu'on peut réellement refaire le chemin inverse et désanonymiser un flux qui a déjà été anonymisé. Alors, j'ai plus travaillé sur la partie texte que sur la partie vocale, mais par mon expérience aussi sur la partie vocale, on voit bien que les dimensions vocales sont encore plus importantes en termes de réanonymisation, de désanonymisation, en ce sens où aujourd'hui, il va y avoir une bonne mesure à faire, si on reste toujours sur l'anonymisation, entre le biais qu'apporte l'anonymisation et le besoin sous-jacent du jeu de données. Si j'enlève trop d'informations, est-ce que mon modèle va après, alors si on parle sur des modèles d'apprentissage, que ce soit supervisé ou non supervisé, est-ce que mon modèle va toujours être efficace ou non à partir de l'anonymisation qui a été faite? Donc ça, c'est des questions qu'il faut réellement se poser dès qu'on est sur de l'anonymisation, en sachant que si on commence à caviarder tout le document, qu'on enlève toutes les métriques de langage et qu'on reste, alors si on reste que sur les phonèmes et que le but c'est de reconnaître des phonèmes, ça va aller, mais si après le but c'est de reconnaître des intentions, de reconnaître un certain nombre de choses, et ben à force d'avoir trop anonymisé, on se retrouve avec des données inutiles. Donc il y a un juste milieu qui va être à trouver, et ça va poser un autre souci, c'est qu'à partir du moment où on aura ces jeux de données qui sont anonymisés, à quoi ils vont pouvoir être appliqués, à quoi ils vont pouvoir être utiles. C'est pas parce qu'ils ont été utiles dans un cas qu'ils seront utiles dans un autre cas. Donc on peut se retrouver avec un ensemble de jeux, et c'est là où il y a un petit effet pervers. Je peux très bien, à partir de jeux de données initiales, avoir plusieurs jeux de données anonymisés en fonction des besoins, et quand je vais cumuler les deux, ben, je vais pouvoir désanonymiser. Parce que j'aurai des informations qui auront été effectivement découplées, mais si j'arrive à avoir deux jeux de données, je pourrais réanonymiser, si tant est que la désanonymisation ait un sens.
D'accord, Voilà, je vous remercie Jean-Patrice Glakides. Je pense que vous avez ouvert beaucoup de questions. Heureusement, les questions qui vont suivre vont revisiter pas mal des sujets que vous avez abordés, notamment sur les garanties, notamment sur les usages ultérieurs qu'on va faire de la donnée transformée si elle est transformée. Je passe, si vous voulez bien, à la question suivante. Donc, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, avec la popularisation des assistants vocaux, la voix des utilisateurs peut se retrouver sur de nombreux serveurs dispersés. C'est déjà le cas pour de nombreux utilisateurs aujourd'hui. Et parallèlement, les hackers conçoivent des programmes de plus en plus sophistiqués pour assumer l'identité d'un tiers. Et donc, quels scénarios d'attaque sont possibles aujourd'hui sur de tels jeux de données qui sont stockés par Amazon, par Google, par tout service en fait, qui utilise et stocke sur de plus ou moins longue durée les données vocales des utilisateurs. Emmanuel Vincent, est-ce que vous voulez intervenir? Alors, donc les risques, en fait, ils ne proviennent pas uniquement et sans doute pas principalement d'attaquants extérieurs. Effectivement, les entreprises ou les organisations qui vont collecter ces données, aujourd'hui, le risque pour la vie privée ou pour les données confidentielles, il est là avant tout. Hein, ce sont ces entreprises qui vont connaître tout de notre vie privée, notre religion, notre orientation sexuelle, comme l'a dit Jean-François tout à l'heure. Ce sont ces mêmes entreprises qui, quand elles opèrent je sais pas, par exemple, le service vocal pour un site d'achat en ligne, vont connaître énormément de choses sur la clientèle, sur le marché en fait de l'entreprise d'achat en ligne. Donc le risque, il est avant tout là, et c'est un risque pour la vie privée, pour les informations confidentielles. Quand un attaquant extérieur accède à ces données, par exemple en devinant votre mot de passe Google, il peut accéder à toutes vos données vocales. Il peut effectivement faire de l'usurpation d'identité ou du chantage. C'est un risque qui existe, qui aujourd'hui est un petit peu moins fort que les autres. Comment les entreprises aujourd'hui limitent déjà ce qu'ils peuvent extraire? En fait, la loi européenne et donc la loi française déjà indiquent qu'on ne peut collecter les données que dans certaines situations. La situation la plus connue, c'est qu'il faut le consentement de l'utilisateur, mais ça ne s'applique pas à tout le monde. Si vous êtes la gendarmerie nationale, vous pouvez tout à fait collecter des données vocales chez les gens sans le consentement, avec un autre motif qui est celui de la sécurité nationale. Ensuite, une fois ces données collectées, on n'a pas le droit de les garder éternellement et d'en faire ce qu'on veut. La loi spécifie aussi qu'on doit, autant que possible, les pseudonymiser. Et souvent, ces données, lorsqu'elles sont stockées, elles sont cryptées et il y a un temps au-delà de lesquels on va les effacer. Tous ces critères-là vont dépendre beaucoup de l'entreprise ou de l'organisation qui collecte les données. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire les règles de consentement de Google ou d'Amazon, par exemple, qui sont très différentes. Donc, si on revient aux attaquants, finalement, une attaque du point de vue d'une personne extérieure, ça peut être de subtiliser un mot de passe. Dans ce cas-là, on va accéder aux données d'une seule personne pour un provider donné, un fournisseur donné. Mais ça peut être aussi intéressant d'utiliser des données qui sont disponibles publiquement. Si des personnes, par ailleurs, postent des vidéos sur YouTube, ça fait autant de données de voix supplémentaires qu'on peut utiliser. Si elles écrivent des textes, on peut récupérer les textes et comparer. Donc, il y a toutes ces choses-là qui peuvent être faites. Aujourd'hui, si j'essaye de résumer quels sont les scénarios qu'on regarde au niveau de la recherche, on reste essentiellement un scénario qui est le plus dangereux, mais le plus simple, qui est à partir d'une phrase ou vraiment d'un petit nombre de phrases, est-ce que je peux reconnaître la signature vocale et donc réidentifier la personne qui a prononcé cette phrase. Ceci, c'est la première chose à faire. Et on peut imaginer, je vais aller un tout petit peu dans la direction de ce que Jean-Patrice disait, mais sans totalement dévoiler la suite de cette discussion.
Parce que si les données ont été anonymisées correctement, bon, ça va être quand même pas hyper facile de réidentifier la personne à partir d'une seule phrase. Et l'étape suivante, donc on en est à peu près là au niveau de la recherche aujourd'hui. L'étape suivante, c'est maintenant, si j'ai plusieurs phrases, par exemple, elles ont été pseudonymisées, donc je ne peux pas dire qui c'est, mais je sais que c'est la même personne qui a dit toutes ces phrases-là, bah, ça renforce clairement l'attaque. Et si ensuite je récupère des données de cette personne dans un autre cloud, ça renforce encore l'attaque. Si je compare les textes entre eux et que je vois que, par exemple, le nom d'une rue apparaît souvent, c'est probable que ça soit une personne qui habite dans cette rue. Et donc tout ça, ce sont des attaques possibles, je pense, qui sont probablement pas encore trop employées aujourd'hui par les hackers, parce que c'est l'étape suivante. Pour que ça devienne intéressant de le faire, il faut déjà que la voix ait été anonymisée, et c'est l'endroit où on en est aujourd'hui. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup, Emmanuel Vincent. Alors, dernière question pour cette partie, on va dire, générale, globale. Question oui ou non. L'état de l'art en matière de protection des données vocales, s'il est mis en pratique, est suffisant pour garantir la sécurité des données des utilisateurs de services vocaux. J'ai conscience que c'est une affirmation très vaste et certainement sujette à débat. Aurélien Bellet, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez? Ouais, alors effectivement, je vais peut-être pas répondre de manière aussi tranchée, ou bien je vais au moins distinguer peut-être différents scénarios, en fait, un petit peu selon aussi ce qu'a présenté Emmanuel précédemment. La réponse à cette question, elle dépend aussi beaucoup de ce qu'on souhaite faire. Est-ce qu'on veut simplement faire de la reconnaissance vocale à partir de modèles déjà entraînés sur des données confidentielles? Est-ce qu'on veut entraîner des modèles de reconnaissance vocale? Et puis, qu'est-ce qu'on veut protéger exactement? Est-ce que les données sont collectées? Est-ce que les participants se font confiance pour agir de manière conforme à ce qui a été entendu, voilà. Donc, un cas peut-être où on peut répondre oui, à mon avis, c'est le cas où effectivement le cas de l'inférence. Donc, j'ai un modèle peut-être de reconnaissance vocale, par exemple, déjà entraîné, et puis j'ai un utilisateur qui parle à son assistant vocal et qui voudrait que l'assistant reconnaisse ce qu'il a dit. Donc ça, il y a différentes manières de le faire. Une des manières simples, c'est celle dont vous avez parlé en introduction, qui est tout simplement de faire l'inférence localement sur l'ordinateur ou l'assistant de la personne. Une autre manière, donc si on se heurte à des questions de coûts de calcul ou de mémoire localement, parce que ces modèles peuvent être effectivement complexes, il y a aussi tout un tas de techniques issues plutôt de la crypto, donc tout ce qui est chiffrement ou calcul sécurisé, où là, l'idée, c'est que l'inférence peut se faire sur un serveur qui a beaucoup de puissance, mais tout se fait, par exemple, sur des données qui sont chiffrées, par du chiffrement homomorphe, par exemple, et sur lequel on peut quand même faire les calculs. Et dans ce scénario-là, en fait, le serveur n'apprend rien, et c'est vraiment juste l'utilisateur qui récupère la prédiction. Donc, dans ces deux cas-là, le coût un petit peu à payer, c'est plutôt un coût en calcul ou en temps, donc qui peut peut-être rendre le fait de faire cette inférence en temps réel, par exemple, difficile, mais en tout cas, on peut le faire dans des bonnes conditions. Et puis, les progrès en crypto, la montée en puissance des objets comme les smartphones tend à réduire aussi ce coût. Donc là, et ce, y compris, y compris sur des données non structurées, type vocale, vidéo. Est-ce que le chiffrement homomorphe aujourd'hui est plutôt restreint à d'autres types de données? Non, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits qui rendent possible quand même ces choses-là, éventuellement avec des modèles un petit peu simplifiés par rapport à des modèles complètement état de l'art, et encore une fois avec des coûts en calcul par contre qui sont élevés, mais en fait il y a une généricité de ces techniques qui permet de le faire. Encore une fois, le coût peut être prohibitif dans certaines applications, mais il tend à se réduire par des ordres de grandeur assez importants et très vite. Là où j'ai envie de répondre un petit peu plus non, c'est sur les côtés de collecte, si on a besoin de collecter les données pour entraîner les modèles, où là, on peut mettre en œuvre des mesures simples, dont a parlé Emmanuel par exemple, pseudonymiser les données, les chiffrer, les stocker de manière chiffrée, les supprimer après un certain temps. C'est très utile, évidemment, de faire ça, c'est des bonnes pratiques, mais qui sont insuffisantes si on veut apporter une vraie protection.
Si l'entité qui a collecté les données cherche activement à inférer des informations personnelles ou que ces données fuitent, on a évidemment des problèmes, et c'est là que rentrent un petit peu peut-être les deux solutions dont on va parler spécifiquement dans la suite, anonymisation et apprentissage fédéré, qui sont d'un côté très prometteurs, mais qui sont aussi issus de travaux qui sont très largement en cours. Mais je pense qu'on va reparler de ça dans la suite. Très bien, merci. Vous et Emmanuel Vincent avez tous les deux prononcé le mot de pseudonymisation. Je ne sais pas si tout le monde dans le public comprend ce terme. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Je peux l'expliquer par exemple, mon micro est ouvert. Donc l'idée c'est typiquement quand on collecte des données, on va souvent avoir la partie qui est vraiment la donnée qu'on souhaite collecter, donc soit des caractéristiques par exemple sur des données tabulaires, l'âge, voilà, tout un tas de données en fait dont on a besoin. Et puis de l'autre côté, il y a l'identité des personnes, qui peut être le nom de la personne, qui peut être un numéro de sécurité sociale, quelque chose qui est directement identifiant et qui permet de relier la donnée à la personne. Et donc la pseudonymisation, c'est tout simplement de séparer ces deux choses-là, d'utiliser donc des pseudo-identifiants, par exemple des identifiants numériques choisis aléatoirement pour identifier les personnes, et éventuellement savoir que différents points de données correspondent à la même personne, mais de stocker séparément et de manière chiffrée la table qui fait le lien entre ces identifiants pseudo-anonymes et les véritables identités. Donc ça, et souvent, c'est stocké avec des clés de chiffrement différentes ou éventuellement sur des serveurs différents qui font que les risques, voilà, il y a une gestion des accès qui fait qu'il est censé y avoir peu de personnes qui peuvent finalement faire cette réunification. Et les calculs se font sur la version pseudonymisée, donc sans les informations directement identifiantes. Merci beaucoup, Aurélien Bellet. Consuelo, est-ce qu'on est dans les temps globalement? Ça va, hein? Ah, par contre, je ne t'entends pas. Oui, je peux dire, oui, Ah, je disais oui. Et donc, on a des questions pour l'instant? Je n'ai pas l'impression. Oui, voilà, on a pas mal de questions. Ah, on a des questions? D'accord. Alors, après, il y en a que Jean-François a répondu. Ah, Sinon, super. je Merci. parle depuis Petit la peu. première question. Je vois qu'il est sans réponse. C'est Gérard qui pose la question. Les données vocales peuvent être signées en utilisant un watermark? Je sais C'est une pas. question ou une affirmation? J'ai l'impression que c'est Euh, plutôt une affirmation. En effet, oui, c'est plutôt une affirmation. Jean-François Bonas, vous travaillez beaucoup sur l'anonymisation, sur l'identification. Est-ce que vous voulez commenter Je crois que sur la question de Gérard, c'est pas tout à fait ça. Ça relève plus des solutions de cryptage qui ont été proposées également, hein. C'est comment protéger le fichier en lui-même. Et dans le cas de la proposition de Gérard, qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est pour prouver l'authenticité, l'originalité, l'origine du signal lui-même. C'est-à-dire éviter ce qu'on a D'accord. vu dans le message Obama, que quelqu'un puisse attribuer l'identité de quelqu'un d'autre. Donc dans ce sens-là, effectivement, il y a des techniques qui permettent de protéger, comme on protège une image par watermarking, de protéger de l'audio par watermarking. Entendu. D'accord, merci. Sinon, on avait Alexandre qui a posé la question. Qu'est-ce que c'est un assistant vocal multimodal? Donc, la communication parlée, elle est multimodale, hein. Il y a le son de la voix, mais il y a aussi mon visage qui bouge. Si je suis content, vous allez me voir sourire. Je bouge les mains. Donc, tout ça, ce sont les différentes modalités de communication. Donc, un assistant vocal multimodal, c'est un assistant vocal qui prend tout ça en compte, qui va analyser votre comportement visuel, auditif et gestuel et répondre avec ces trois mêmes modalités. Je propose, Consuelo, malheureusement, on ne va pas pouvoir prendre toutes les questions, donc je propose qu'on en prenne un peu et que voilà, qu'on laisse la chance, le hasard décider un petit peu. Mais je propose qu'on avance donc au deuxième volet. Le Oui. deuxième volet, c'est donc l'anonymisation. Et je commence encore une fois par une question assez générale. Quelles grandes approches techniques d'anonymisation de la voix, concrètement, en gros, comment on fait, existent aujourd'hui? Est-ce que ça marche? Emmanuel Vincent, est-ce que vous voulez intervenir? Oui, donc en fait, il y a deux grandes familles d'approches. La première que vous avez sans doute tous entendue à la télévision, quand on veut cacher l'identité d'un policier ou de quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, c'est une transformation de la voix qui est relativement simple. Ça peut être de baisser
la hauteur de la voix ou de transformer un petit peu le timbre. Et on sait aujourd'hui que ça ne marche pas très bien, c'est-à-dire que nous, à l'oreille, on a effectivement du mal à réidentifier le locuteur originel, mais les techniques de biométrie vocale modernes ne vont avoir aucun mal, et donc ça protège vraiment très très mal le locuteur. Donc la deuxième grande famille de techniques consiste à analyser les différentes propriétés du signal vocal, donc la signature vocale, mais aussi le contenu phonétique, la prosodie, voilà, tout ce qu'il peut y avoir dans le signal vocal, à essayer d'extraire ces informations séparément et ensuite d'aller remplacer les informations qu'on ne veut pas transmettre. Donc, par exemple, une technique qu'on a développée conjointement avec le LIA dans le cadre du défi Voice Privacy qu'on a organisé l'année dernière, consiste à extraire le contenu phonétique, la hauteur de la voix et la signature vocale. On remplace la signature vocale du locuteur originel par la signature d'un autre locuteur, et puis on fait une synthèse vocale pour récupérer un signal vocal. Alors ça marche pas mal. Je pense qu'on va aborder la question de comment on mesure la performance dans les questions suivantes. Donc je laisserai les collègues en parler. Ce qui est important, ceci dit, de comprendre, c'est qu'à nouveau, on n'est que dans la première étape où on remplace la signature vocale. Et s'il reste d'autres attributs qui peuvent trahir mon genre, mon âge, mon accent d'origine, etc., etc., en accumulant plusieurs de ces attributs sur une grande durée, on pourra potentiellement malgré tout me réidentifier. Et donc, les recherches continuent pour extraire toutes ces propriétés de la voix et les effacer une à une jusqu'à ce qu'il soit vraiment plus possible de réidentifier. D'accord. Vous parliez d'extraire du contenu phonétique. Dans le cas dont vous parlez, est-ce qu'il s'agissait d'un module de reconnaissance phonétique comme on peut en trouver dans des systèmes bipartites ASR où on a une partie phonétique, une partie de modélisation de la langue? Et, et si oui, est-ce que c'est sensible du coup à la qualité de l'audio, aux accents des gens? Si on a un Marseillais qui nous appelle et on a entraîné que sur des Lillois, est-ce que ça pose un problème parce que d'anonymisation justement? Est-ce qu'on arrive, c'est-à-dire on peut peut-être emprunter la signature vocale, mais on peut aussi produire du charabia, j'imagine. Oui, alors, donc effectivement, c'est basé sur des méthodes par réseau de neurones telles qu'on en trouve dans les systèmes de reconnaissance de la parole. J'ai vu la question dans le chat d'ailleurs, en fait, que ça soit un système classique qui opère sur des paramètres acoustiques classiques ou que ça soit un système de bout en bout, ça ne change pas grand-chose. Dans les deux cas, si le système est entraîné pour la reconnaissance de la parole, si c'est un réseau de neurones profond, on constate par exemple que plus on a de couches de réseau de neurones, donc plus on s'éloigne du signal acoustique originel pour se rapprocher des classes phonétiques, plus l'information sur le locuteur diminue, mais elle ne disparaît pas totalement. Et donc, il y a d'autres façons de supprimer cette information qui sont, par exemple, de rajouter de l'aléatoire, en fait, dans ce qu'on va extraire du signal pour cacher les choses qu'on n'a malheureusement pas totalement réussi à cacher avec cette approche par réseau de neurones. Entendu. Donc, une fois qu'on a un système d'anonymisation, comment est-ce qu'on mesure leur performance? Et là, je pose la question en gardant à l'esprit ce que disait Jean-Patrice tout à l'heure, à savoir que tout dépend de l'usage qu'on veut en faire. On peut transformer la voix. Toute transformation d'un signal induit une perte d'information, une forme de dégradation. Donc, quelles dégradations sont acceptables dans quel contexte? Comment est-ce qu'on les mesure? Est-ce que ces différentes dimensions sont commensurables ou est-ce qu'on fait des compromis, par exemple, entre l'intelligibilité et le réalisme, ce genre de choses? Jean-François Bonastre, excusez-moi.
Est-ce que vous voulez Oui, intervenir? merci Eric. Moi, Emmanuel aurait pu répondre aussi parce qu'on a passé de longues heures à discuter de ça dans le cadre du challenge Voice Privacy. Effectivement, c'est un trade-off tout le temps entre le degré de, je vais dire anonymisation, mais c'est effectivement pas le bon mot, mais de pseudonymisation, le degré de protection d'informations qu'on souhaite et la perte de performance, donc qui est mesurée par exemple dans notre challenge par un taux de reconnaissance de texte, un word error rate qui nous donne donc une intelligibilité quelque part, hein, qui nous donne le niveau qu'il ne faut pas dépasser en termes de perte. Et puis, quand on travaille sur l'identité, ce qui était le plus facile pour nous, en même temps, le niveau de reconnaissance d'identité qui doit être le plus bas possible. On cherche à casser la performance là-dessus. Après, on a travaillé sur et proposé différents critères qui sont assez récents. C'est quand même des recherches récentes qui ont lieu à la fois dans Voice Privacy et puis dans un projet franco-japonais dans lequel je suis, Voice Personae. On a beaucoup travaillé avec nos collègues du NI là-dessus, sur différents critères pour exprimer ce qu'on veut. Parce que je vais essayer de prendre un exemple simple. Cacher l'identité de quelqu'un, ça veut dire aussi cacher les liens entre différentes personnes, différents groupes. Je prends un exemple, hein, si vous ne reconnaissez pas ma voix, mais que vous reconnaissez mon accent et mon origine régionale, vous avez gardé une information sur moi. Et mettre tout ça à l'intérieur d'un seul critère n'est pas simple. On a bien progressé, mais on a conscience que nous tâtonnons encore dans ce domaine. Voilà, j'ajouterais juste, pour être bref, que le plus difficile est certainement de définir réellement l'information que nous voulons protéger. On en est encore là à savoir jusqu'où on veut aller. Et au moment où on sait jusqu'où on veut aller, on a plus de facilité pour, d'une part, développer les techniques qui permettent de protéger cette information, et d'autre part, mettre en place des méthodologies d'évaluation qui permettent de vérifier que ces techniques fonctionnent et qui permettent de garantir aux citoyens que nous avons mis ça en place. Mais du coup, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais ça veut dire qu'on s'expose potentiellement à des scénarios qu'on n'aura pas envisagés, tout simplement. Et donc, on ne peut pas garantir dans l'absolu, on peut uniquement garantir une fois qu'on a posé les modèles d'attaque, les scénarios qu'on a considérés, précisément ce qu'on veut protéger. C'est bien ça? Tout à fait. Dans Voice Privacy, on a imaginé un grand nombre de scénarios, mais on est certainement au-dessous de la réalité. Il y a des travaux qui sont faits aussi, je pense à une thèse qui avait lieu chez Orange sur des techniques assez poussées pour retrouver de l'information assez éloignées de ce qu'on pouvait avoir en tête au départ. Donc c'est toujours le canon et la cuirasse, hein. On se protège d'un côté, mais on ne connaît pas toutes les attaques. On essaye d'imaginer autant d'attaques que possible, ça reste une grosse limitation. D'accord, je pense que comme dans beaucoup d'autres domaines en cybersécurité, on voit un peu cette arms race. Si je peux juste c'est une... Oui, pardon. Eric, est-ce que je voudrais juste rajouter un petit point Bien sûr. rapide. Nous, dans le passé, on a travaillé donc avec une grande société dans la santé, et leur problématique, c'est qu'ils avaient un gros jeu de données cliniques, donc des données de patients. Je parle pas que ce soit vocal ou pas vocal, la question elle était pas à ce niveau-là. Et en fait, leur grande problématique, c'est les chercheurs qui devaient après produire des nouveaux produits ou faire des tests. Comment ils pouvaient accéder à ces données? Et ils sont partis dans une démarche d'anonymisation globale. Et ils se sont aperçus après que les chercheurs ne pouvaient pas les utiliser. Et donc, du coup, l'approche a été de définir quels étaient les critères qui étaient importants. Et les critères, en fait, ils étaient reliés entre eux. Typiquement, plus ils voulaient avoir des informations précises sur la géographie, moins ils avaient un peu comme des principes d'incertitude, en fait. Plus ils cherchaient à être précis sur une localisation géographique, moins ils étaient précis sur les caractéristiques physiques du patient. Et quand vous dites ça, vous voulez dire par design, par conception? C'est-à-dire qu'il y avait le jeu de données initial et le chercheur, pour qu'il puisse travailler, et en fait, il avait une sorte d'interface dans laquelle il décidait, moi j'ai besoin c'est important d'avoir la donnée géographique, parce que ce soit à Lille ou à Marseille, le comportement n'est pas le même sur tel médicament, par exemple. Et donc, quand il choisissait une précision dans la géographie, il perdait en précision dans les caractéristiques
de savoir est-ce que c'était une personne qui était plutôt grande, une personne qui avait plutôt telle ou telle caractéristique. Mais comme le disaient Jean-François et Emmanuel, ça nécessite d'avoir une connaissance des critères qui sont considérés et il reste tout après la faille du fait de pouvoir retrouver des informations parce qu'on n'a pas prévu un certain type de critères. Et ça suppose aussi, pardon Jean-Patrice, qu'on ait des mesures, puisque si ce logiciel peut donner différentes vues, il faut, j'imagine, qu'il y ait une mesure qui reste constante, un invariant. Il faut bien pouvoir le définir, cet invariant. Il n'y a pas vraiment un invariant. Ce qui était important, c'était en fait, l'invariant, il était dans le lien entre les critères. Donc, toute la difficulté était de définir un critère. Si je trouve, par exemple, un bègue dans une ville de 30 personnes, de 30 habitants, ben, je vais pouvoir le réidentifier. Si maintenant c'est une personne qui est bègue dans une ville comme Paris, bon, bah, la probabilité que j'arrive à réidentifier la personne est beaucoup plus faible. Donc, si après je rajoute le fait que cette personne est une femme, qu'elle est de tel âge, etc. Donc, tout ça, en fait, il y a tous ces critères et c'est un peu comme un choix. Et au fur et à mesure que je déplace un curseur de précision, ça enlève de la précision ailleurs. Mais ça, c'est le seul moyen qu'il y a à peu près pour avoir des jeux de données qui restent pertinents pour le sujet qui est adressé. Mais voilà, je veux pas prendre plus la parole sur le sujet, mais merci Jean-Patrice, et je pense que ça fait une bonne transition vers la prochaine question. Là encore, volontairement très vaste, l'anonymisation peut-elle être garantie? Autrement dit, existe-t-il des garanties formelles qu'un système anonymise, et ce que ça veut dire exactement? Et question complémentaire, comment est-ce qu'on explique à des utilisateurs de services qui utilisent donc des données anonymisées, comment est-ce qu'on justifie qu'effectivement les mesures d'anonymisation ont bien fait ce qu'il fallait qu'ils fassent, et en sachant que ce n'est pas toujours des audiences techniques. Donc, il y a un peu deux volets dans ma question. Il y a la question garantie formelle, théorique, et puis l'explicabilité. Aurélien Bellet, est-ce que vous voulez intervenir sur cette question? Oui, donc effectivement, c'est une question qui est assez importante. Hein. Qu'est-ce qu'on peut garantir? Donc, très souvent, et c'est le cas jusqu'à maintenant pour l'anonymisation de données vocales, à ma connaissance en tout cas, on n'a pas de garantie véritablement formelle d'anonymisation. Et ce qu'on fait, c'est aussi ce qu'a expliqué Jean-François, c'est qu'on va imaginer des attaques, on va se donner un modèle d'attaque, différentes possibilités de ce que peut connaître l'attaquant. Souvent, on va vouloir supposer que l'attaquant il connaît au moins en partie la méthode d'anonymisation, parce que c'est généralement pas une hypothèse très, très fiable que de supposer le contraire, parce que souvent, c'est des choses qui deviennent aussi relativement standards. Et puis, on construit des attaques typiquement basées sur des modèles de machine learning qui s'appuient sur l'accès à des données publiques sur lesquelles l'attaque peut être entraînée, etc. Et on évalue en fait la performance de ces attaquants, et c'est ce qu'on utilise pour évaluer l'efficacité de l'anonymisation. Et le problème, entre guillemets, avec ça, donc ça c'est très très utile pour plein de raisons. Aussi pour expliquer, par exemple, concrètement, pour reprendre la deuxième partie de la question, pour expliquer concrètement à des non-spécialistes l'efficacité, par exemple, je peux montrer que quelqu'un qui a telles informations cherche à retrouver le locuteur, eh bien, il va réussir une fois sur 10 000, ou voilà, quelque chose comme ça. C'est des choses qui permettent quand même d'avoir des choses un petit peu explicables à des non-spécialistes. Mais par contre, ça ne donne qu'une borne inférieure, quelque part, sur l'information qui peut être retrouvée, ou avec quelle précision l'information peut être retrouvée, parce que on ne peut pas garantir qu'il n'existe pas de meilleure attaque. Il y a peut-être des gens plus intelligents que nous qui vont trouver de meilleures attaques, et puis qui vont montrer que finalement, ce n'était pas si bien anonymisé que ça. Et donc, ce n'est pas si facile de sortir de cette limite, mais il y a quand même des approches. Donc, il y a des notions un petit peu formelles de protection de la vie privée qui ont été définies, qui sont imposées maintenant dans pas mal de domaines scientifiques, et donc notamment la confidentialité différentielle, differential privacy, où l'idée, c'est un petit peu de formaliser le fait de dire que on va perturber la sortie des algorithmes, donc le résultat du calcul qui est fait sur des données, de telle manière que si je change un petit peu les données en entrée, je ne vais pas changer beaucoup la probabilité d'observer telle ou telle chose. D'accord? Et donc, ça, c'est des choses qui ont surtout été utilisées jusqu'à maintenant pour des données plus tabulaires, structurées, classiques, mais qui sont étendues aussi à d'autres types de données plus perceptuelles, donc comme
les côtés de texte et de voix. Et donc, on a des travaux, notamment un petit peu en cours avec Emmanuel et d'autres collègues, sur comment essayer d'adapter les techniques d'anonymisation de voix état de l'art actuel pour essayer pour les transformer afin qu'elles satisfassent cette définition. Ce qui, encore une fois, vient, à mon sens, en complément de ces évaluations pratiques. Les deux sont très intéressantes, parce que ces garanties formelles, elles sont parfois très pessimistes aussi, donc elles peuvent beaucoup surestimer le risque. Donc c'est important de regarder la performance pratique. Et le réglage des paramètres de cette garantie formelle est aussi pas très facile en tant que tel, pas très interprétable, encore une fois. Et donc, vraiment, ces deux approches sont, à mon avis, très complémentaires. Juste pour qu'on se fasse peut-être une idée un peu plus concrète, si possible, de cette confidentialité différentielle. Donc, vous avez dit que si on perturbe légèrement les entrées, on aura une sortie qui est équivalente ou indistinguible par rapport aux jeux de données non perturbés. Est-ce que j'ai envie de dire, enfin, si je prends un point de vue complètement extérieur, et alors, quel est l'impact pourquoi est-ce que ça, c'est une bonne mesure de la confidentialité? C'est une bonne mesure pour pas mal de raisons, mais l'une des raisons très importantes, c'est que quand on définit formellement les choses de cette manière-là, on garantit en fait qu'un attaquant, en observant la sortie de l'algorithme, par exemple la donnée anonymisée, en gros, ça borne le gain marginal d'information qu'un attaquant va obtenir en observant cette information. Et donc, c'est pas magique dans le sens où si un attaquant connaît déjà énormément de choses, forcément, le fait d'observer l'information en plus ne va pas l'empêcher de faire une attaque qu'il aurait pu faire si on n'avait pas publié ces données ou publié le modèle appris sur ces données. Par contre, ça nous garantit que ça ne va pas fondamentalement changer la connaissance de l'attaquant et donc ses performances. Et donc, c'est un peu l'intérêt de ces définitions. Encore une fois, c'est pas magique, mais ça nous permet de garantir le fait qu'on ne peut pas... On ne révèle pas beaucoup d'informations, on borne le gain d'informations en fait avec ces techniques d'une manière qui est au sens de la théorie de l'information, donc dans le sens où il ne contient pas, voilà, ça borne la quantité d'informations contenues sur la donnée d'origine dans la sortie. Merci beaucoup Aurélien Bellet. Pour une dernière question, donc dans ce volet anonymisation, au-delà des travaux, je l'adresse à Emmanuel Vincent, pardon. Au-delà des travaux de recherche, y a-t-il des logiciels ou des services d'anonymisation basés sur ces approches que des utilisateurs, que des innovateurs pourraient utiliser dans des systèmes en production? Alors, donc le logiciel qu'on a développé ensemble avec le LIA dans le cadre du défi Voice Privacy est un logiciel libre. Donc, il est récupérable sur GitHub. Et aujourd'hui, le doctorant, enfin, ex-doctorant Bridge Srivastava, que Aurélien et moi avons co-encadré, a pris le parti de partir de ce logiciel et puis de l'améliorer pour qu'il soit exploitable en production dans un certain nombre de scénarios. Alors ça passe en particulier, tu le disais tout à l'heure Eric, par faire en sorte que ça marche sur des enregistrements où il peut y avoir du bruit, ou bien où la voix est accentuée. Aujourd'hui, toutes les recherches, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, ont été faites sur de la parole où il n'y a pas de bruit et il n'y a pas trop d'accent. C'est déjà pas simple comme ça. Et évidemment, dans un cadre commercial, on a besoin de traiter ces situations-là. Donc aujourd'hui, il travaille là-dessus et puis en parallèle, il est en phase de création de start-up, on espère pour la fin de l'année. Avec des marchés qui restent à clarifier, mais à ce stade, ils regardent les centres d'appel, les situations plus sensibles, données médicales, l'éducation avec des enfants, par exemple. Également l'anonymisation des policiers, des intervenants qui veulent être cachés à la télé ou à la radio. Et pourquoi pas les assistants vocaux. Il y a une idée de projet sur des assistants vocaux pour personnes âgées. Dans toutes ces situations-là, je rajoute juste une dernière chose.
En fait, dans certains scénarios, on peut penser que c'est raisonnablement anonymisé s'il n'y a pas d'identifiants ou de pseudo-identifiants qui sont stockés avec la donnée, que les mots sensibles y sont cachés et qu'en plus la voix est transformée. Avec une seule phrase à la fois, c'est quand même hyper compliqué d'extraire quelque chose quand on est dans une base avec des centaines de milliers d'utilisateurs. Dans d'autres scénarios, pas vraiment, mais ceci dit, pour nous, il y a le potentiel derrière ça, la valeur ajoutée de la techno, c'est quand même que la protection de l'utilisateur est accrue par rapport à ne rien faire du tout. Et elle est accrue d'une façon qui est très importante. On avait quantifié dans nos recherches que, en fait, un attaquant, il a autant de chances de retrouver le locuteur originel parmi 20 000 personnes si on ne fait rien du tout, que parmi 50 personnes si on applique cette technologie. Donc ça protège vraiment beaucoup l'utilisateur dès lors que le nombre de personnes dans la base de données, il est supérieur à quelques milliers. Merci beaucoup, Emmanuel Vincent. Consuelo, est-ce qu'on a des questions du public? Oui, on a des questions. On n'a que 30 minutes, donc on va en prendre juste voilà, une. je pense, Et oui, d'autant que tous nos intervenants n'ont pas encore participé. Oui, entre-temps, on a déjà répondu, donc on demandait le nom du projet qu'on avait cité et il y a d'autres questions qui ont déjà trouvé une réponse grâce à Jean-François, merci. Donc oui, je conseille de passer à la thématique suivante, qui est l'apprentissage fédéré. Donc la première question. Bon, vous avez vu, c'est des sujets vastes, donc en 1h30, on ne va pas tout couvrir, hein. L'idée, c'est plus de faire un tour d'horizon, plutôt une introduction au sujet. Donc, je passe au fédéré et je m'adresse à Eric Boniface. Eric Boniface, bonsoir, vous n'êtes pas encore intervenu, excusez-moi pour ça. L'apprentissage, donc je rappelle brièvement, même si Consuelo vous a présenté, vous êtes fondateur, directeur de Labelia Labs. Labelia Labs a deux axes, donc un axe sur l'apprentissage fédéré, préservant la vie privée, et un autre axe, on va dire plus global, sur comment valoriser et comment s'assurer que les pratiques d'IA soient le plus responsables possible. Donc Labelia a travaillé, s'appelait précédemment Fondation Substrat. Vous avez déjà travaillé sur des contextes sur de l'apprentissage fédéré. Donc en fait, la réponse est déjà oui, mais vous pouvez peut-être nous éclairer un peu plus sur comment c'est fait. L'apprentissage fédéré est-il une réalité en dehors des laboratoires? Et à quels usages est-il appliqué aujourd'hui? Là, quand je dis appliqué, ce n'est pas dans la recherche, mais vraiment en production avec voilà, des usages non académiques. Ouais, ça marche, mais je vais essayer de répondre. Alors, ce ne sera pas un oui franc, je vais expliquer pourquoi. Mais d'abord, en donnant un petit exemple qui existe en production et que je pense que pas mal de gens ont déjà entendu, c'est l'exemple des correcteurs orthographiques sur les téléphones, pour les SMS. Là, ça fait un certain nombre d'années que, par exemple, Google, sur les applications de SMS des téléphones Android, a des systèmes d'apprentissage fédérés pour la partie correction orthographique. L'idée étant de pouvoir dire que, évidemment, le texte des messages n'est pas envoyé sur un serveur central, ce qui ferait sinon peur à tout le monde, et qu'on entraîne les modèles localement. Alors ça, c'est une typologie de projet d'apprentissage fédéré un petit peu particulière parce que ça s'applique sur des dizaines de milliers, des millions, voire des centaines de millions d'appareils sur lesquels il y a une maîtrise technique, procédurale très forte, avec beaucoup d'homogénéité. Donc ça, on appelle parfois ça cross-device federated learning. Alors nous, ce n'est pas du tout ça sur lequel on a eu l'occasion de travailler. C'est l'autre volet des projets d'apprentissage fédéré qu'on appelle plutôt cross-silo federated learning, où on est plutôt sur des ordres de grandeur de quelques partenaires, voire exceptionnellement quelques dizaines de partenaires qui ont des bases de données d'une certaine taille, avec beaucoup de sensibilité, et soit sensibilité réglementaire, ou parce qu'il y a beaucoup de valeur d'un point de vue de la valeur que l'organisme confère à ces données, d'un point de vue économique, par exemple. Et donc sur lequel il y a un souhait de faire des projets d'apprentissage machine, mais sans mettre en commun les données.
parce que trop de sensibilité. Et quels que soient les efforts juridiques ou contractuels produits, impossible de trouver des modalités pour centraliser les données. Alors, nous, on a eu l'opportunité de travailler dans 2 grands projets de ce type. Un premier projet financé par les pouvoirs publics français sur des sujets de santé, de données cliniques. Un consortium de 9 partenaires avec des grands hôpitaux, des labos de recherche universitaire et puis des startups spécialisées en IA sur certaines aires thérapeutiques particulières, où l'enjeu, c'était de mettre en place les éléments d'organisation, les éléments techniques, les éléments contractuels pour essayer de faire la preuve de concept que l'apprentissage fédéré pouvait être une solution à ces problématiques de données qui sont trop sensibles pour trouver des modalités pour les mettre en commun. Je vous donne un cas d'usage pour illustrer. Dans ce projet, il y avait des données de dermatologie, de dermato-oncologie, donc des photos de la peau, avec des taches. Et donc, l'idée, c'était de réussir à entraîner des modèles pour classifier les typologies de taches. Il y a différents mélanomes en dermato-oncologie. Certains sont malins, certains sont bénins. Il y a différentes classes, etc. Et donc, l'idée, c'est de réussir à faire un modèle comme ça. Et l'intérêt de ça, c'est que sur un seul centre, sur un seul hôpital, par exemple, avec une activité recherche ou des professeurs de médecine qui ont accumulé des données au fil des années, des décennies, en fait, il y a quand même un facteur géographique qui est important. Pour reprendre l'exemple, l'île Marseille sur la voie tout à l'heure, entre le nord de la France et le sud de la France, sur la coloration de la peau, sur sa pigmentation, sur l'effet du soleil, sur plein de choses, c'est pas la même chose. Et donc, du coup, il y a un intérêt à pouvoir travailler sur plusieurs bases pour faire des modèles qui généralisent mieux, qui ont des distributions de données plus larges sur lesquelles ils peuvent s'appliquer. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, on a participé à un gros projet européen dans le domaine de la santé, mais sur des données moléculaires, données pharmaceutiques, où on a des quantifications d'interaction entre des molécules et des protéines qui sont des cibles qu'il faut réussir à inhiber parce qu'elles sont responsables de pathologies. Donc ça, c'est ce que les industriels de la recherche pharmaceutique ont comme base de données qu'ils accumulent au fil des années avec leurs expériences réelles, qui coûtent extrêmement cher, et dont un des grands enjeux dans ce secteur-là, c'est de réussir à mieux cribler numériquement qu'est-ce qui est prometteur comme molécule, parce que la synthèse en vrai, pour vraiment observer les énergies de réaction, etc., c'est très, 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 très coûteux. Et donc, comme l'espace chimique est absolument incommensurable, même les plus gros acteurs du monde sur ces sujets-là, ils sont un petit peu limités dans les espaces sur lesquels ils arrivent à avoir des modèles qui fonctionnent bien. Donc, l'intérêt de se mettre à plusieurs pour collaborer est assez important. Donc voilà, c'est des exemples que je peux citer sur lesquels on a pu intervenir, mais ce n'est pas un oui franc parce que ça reste des projets de type pas recherche fondamentale ou théorique, mais plutôt de recherche et développement, on va dire de R&D. D'ailleurs, sur des instruments de financement, typiquement R&D, et puis étape avant d'arriver sur des applications vraiment industrielles, commerciales, etc. Dans les 2 cas. Et peut-être que d'autres parmi vous ont des exemples. À ma connaissance, moi, je ne connais pas de projet de Federated Learning cross-silo, donc quelques partenaires, quelques dizaines de partenaires, avec un vrai cas d'usage concret où il y a vraiment ce besoin-là, qui existe en production à un niveau industriel avec des prestataires qui commercialisent leurs prestations et leur savoir-faire là-dessus de manière très, très claire, etc. Tous les exemples que je connais ou dont j'ai entendu parler sont toujours un petit peu dans cette frontière R&D, premières applications industrielles. Ou bien du cross-device comme les SMS. Mais pour le coup, c'est un autre monde, un autre univers. Tout à fait, ouais. Et des projets, peut-être dans le cas des données médicales, les données médicales peuvent prendre la forme de données structurées, c'est souvent le cas, mais il peut y avoir aussi, je ne sais pas moi, des notes de médecins, ce genre de choses. Est-ce que vous avez vu ça en pratique sur des données semi-structurées, textuelles, ou bien sur de la voix? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non, moi, j'en ai pas connaissance, mais je sais qu'il y a pas mal de projets, de propositions de projets autour de tout ce qui est données médicales un petit peu de différentes sortes qui se montent. Donc, c'est tout à fait probable qu'il y en ait que je ne connaisse pas. Ok.
Aurélien Bellet, on sait qu'il y a beaucoup de travaux sur l'apprentissage fédéré, enfin tout est relatif, hein, sur des données structurées. Donc justement, je posais à Eric la question de l'application en production. Est-ce que dans le domaine académique, de la recherche, est-ce que l'apprentissage fédéré sur des données moins structurées, semi-structurées ou non structurées, est-ce que c'est un sujet d'intérêt? Est-ce que c'est un sujet actif? Est-ce que vous voyez que ça va être un sujet d'une importance croissante ou pas? Oui, alors l'apprentissage fédéré, déjà clairement, enfin, je pense que dire qu'il y a beaucoup de travaux sur le sujet, en tout cas côté recherche en ce moment, c'est clairement pas une exagération. Enfin, ça, voilà, le sujet a vraiment explosé sur ces 2 dernières années, je pense, côté recherche en tout cas. Et après, une partie de cette recherche, où on va dire des algorithmes qui sont développés pour l'apprentissage fédéré, ont quand même une certaine généricité, c'est-à-dire qu'ils vont pas forcément faire beaucoup d'hypothèses sur la forme que prennent les données ou la forme que prennent les modèles, c'est-à-dire qu'ils vont supposer une formulation assez typique en apprentissage, en machine learning, qui est mon modèle a des paramètres et je veux trouver les paramètres qui minimisent une certaine erreur en moyenne sur mes données, par exemple. Et les algorithmes sont souvent développés à ce niveau-là d'abstraction, ce qui, en principe, permet de les appliquer quand même assez largement, y compris sur des données qui ne sont pas des données structurées, type des données des données textuelles ou des données vocales. Donc, il y a des gens qui regardent plus spécifiquement après comment utiliser ces approches ou les spécifier un peu plus précisément ou les améliorer dans le cas de ces données spécifiques. Donc, il y a eu pas mal de travaux sur le language modeling, donc en texte, apprendre des modèles de langue, faire de la classification de texte. Voilà, ça, c'est des choses qui se font quand même assez directement. Et il y a aussi eu quelques travaux en parole, même si ce n'est pas des choses que je connais très très bien. C'est plus récent en parole, à mon sens. Mais des travaux sur des tâches un petit peu simples, comme le keyword spotting, le fait de reconnaître un mot-clé, type du mot-clé qui est celui qui déclenche un assistant vocal, par exemple. Et un petit peu de choses autour d'essayer de faire marcher ces algos sur le fait d'entraîner des pipelines de reconnaissance vocale, avec quand même des difficultés un peu spécifiques sur les architectures qui peuvent être un petit peu particulières pour ces applications. Il y a des couches, par exemple, dans certains réseaux de neurones pour ces applications de type batch normalization, des choses comme ça, des couches qui posent des questions spécifiques sur comment les implémenter en fédéré. Donc, il y a quand même une nécessité d'adapter ces choses. Et puis, quand on parle de reconnaissance vocale, il y a quand même et notamment quand on fait du end-to-end, il y a quand même tout un pipeline assez riche à gérer. Voilà, et donc là aussi, qui peut poser des questions sur comment faire ça efficacement ou comment faire ça avec des bonnes performances, qui, je pense, ne sont pas tout à fait résolues. Donc, voilà, il y a à la fois des choses quand même assez génériques qui s'appliquent et quand même, après, quand on regarde de plus près les applications spécifiques en texte ou en reconnaissance vocale qui peuvent nécessiter, ou en tout cas où il y a de la place pour améliorer un peu les choses sur ces applications concrètes-là. D'accord, donc si j'essaie de résumer, côté recherche, il y a encore peut-être un peu de trous dans la toile, mais globalement, on a quand même des bases, des outils théoriques dont on peut se servir pour de la donnée, mais par contre, non structurée, mais par contre, il y a probablement beaucoup de travail d'ingénierie pour prendre en compte en fait les spécificités du domaine. Ouais. Merci Aurélien Bellet. Je passe à Othman. Othman, vous n'êtes pas encore intervenu. Donc, je rappelle, hein, vous travaillez sur la théorie de l'apprentissage distribué. Vous vous intéressez particulièrement, Éric Boniface parlait voilà, des Lillois, des Marseillais. Donc, on a une variabilité de la donnée. Cette variabilité, elle peut bien sûr enrichir le corpus. Et donc, c'est d'ailleurs le but, hein, si on fait du fédéré, c'est parce que on ne peut pas, avec la donnée qu'on assoit, obtenir les performances qu'on souhaiterait. En même temps, ça crée de la variabilité. Et comme on travaille a priori à l'aveugle, on ne peut pas a priori, je sais pas, mettre
mettre en place des mesures qui vont compenser cette variabilité. Souvent, les modèles de reconnaissance ou de modèles statistiques en général partent comme on dit en anglais, en français, on dit qu'ils sont indépendants et identiquement distribués. C'est très souvent loin d'être le cas. Alors, si on prend du cross-device, où on a potentiellement des milliers, des centaines de milliers d'utilisateurs, mais même pour du cross-silo, on peut avoir une variabilité considérable entre les jeux de données. Si je pense au Voice Lab, on a des acteurs qui traitent de call center, on a des acteurs qui traitent de réunions, on a des acteurs qui traitent de médias. Tout ça, évidemment, il y a une variabilité énorme, tant sémantique, linguistique, qu'au niveau du signal lui-même. Et donc, j'en viens à ma question. En fait, c'était pas cette question-là, mais c'est quand même une question intéressante. Comment est-ce qu'on identifie cette variabilité dans les données? Comment est-ce qu'on la compense? Est-ce que c'est un problème? Et où en est la recherche là-dessus? Ok. Oui, merci pour cette introduction. Oui, c'est ce que vous avez dit est tout à fait correct. Donc, en apprentissage fédéré, dans un grand nombre des cas, les données ne sont pas identiquement distribuées et indépendantes. Et surtout, ils ne sont pas identiquement distribués. Donc, dans ce cas, chaque client a sa propre distribution à partir de laquelle il génère les données. Donc, juste pour donner un exemple qui va guider cette discussion peut-être, c'est l'exemple de langage modèle, donc de clavier virtuel pour les SMS. Donc, dans ce cas, le style avec lequel j'écris va influencer beaucoup ce que je veux que l'algorithme me propose. Par exemple, moi, je n'écris pas en français ou en anglais correct, j'écris peut-être avec beaucoup de mots arabes. Donc, j'ai besoin que ce clavier-là, il me propose des mots en arabe, pas en français tout le temps. Et donc, ça peut être le cas pour plusieurs clients, du coup. Donc, différents clients, ils auront besoin de différentes propositions par les algorithmes. Maintenant, il y a, disons, deux cas extrêmes. Disons, le premier cas extrême, c'est que j'utilise seulement mes données locales. Et donc, dans ce cas, je vais parfaitement comprendre ma distribution locale. Mais le problème là, c'est que j'ai seulement un petit nombre de points. Donc, je ne pourrais pas capturer cette distribution parfaitement et je serai très loin de cette distribution locale. Et d'un autre point de vue, je pourrais utiliser un modèle global qui est, disons, marche bien en moyenne pour tout le monde. Okay? Donc, ce modèle il va me proposer ce qui est bon pour un citoyen moyen, disons, mais qui ne sera pas tout à fait bon pour moi. Donc, ce qu'on essaie de faire est une tendance dans le domaine de Federated Learning, c'est ce qu'on appelle Personalized Federated Learning. Donc, c'est un apprentissage fédéré qui est plutôt personnalisé pour chaque client. Là, maintenant, la question est, est-ce que cela est possible toujours ou pas? Et on peut penser on peut donner des arguments et discuter que ça n'est pas possible de garantir que la collaboration peut être bénéfique pour un certain client sans faire aucune hypothèse sur la relation entre les données. Donc, ce qui est fait généralement, c'est que plusieurs papiers essaient de proposer sur certaines hypothèses sur la relation entre les données, entre les distributions des données locales de chacun des clients, et propose des données qui sont construites autour de ces méthodes-là. Donc, je vais juste citer deux méthodes qui sont très intuitives et très simples. La première, qui est très intuitive, je vais prendre le modèle global qui est entraîné pour tout le monde. Donc, ça, c'est un modèle qui est bon pour, disons, la plupart des gens. Et je vais le prendre et le personnaliser en faisant quelques fine-tuning localement avec mon jeu de données personnel. Donc, ça, c'est une approche. Une autre approche qui est aussi intuitive, c'est d'essayer de grouper les clients similaires afin de créer des groupes et chaque groupe apprenne, disons, tout seul. Donc, ça, ce qui est connu comme Clustered Federated Learning. Bien sûr, il y a d'autres... Donc, pour le clustering Federated Learning, ça veut dire qu'en fait, on entraîne d'abord un algorithme de clustering pour identifier ces groupes-là, c'est ça? Non, pas tout à fait. En fait, l'entraînement du modèle et du clustering est fait en même temps. D'accord.
Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de, disons, la version la plus simple va marcher de la façon suivante. Je vais commencer par un grand groupe qui est un seul groupe, ok, je vais entraîner, je vais obtenir un modèle final, et après, en se basant sur la performance de ce modèle final que j'ai obtenu avec tout le monde sur mes données locales, je vais essayer d'aller me grouper avec les personnes qui sont les plus similaires en moi en termes de performance. Donc, ça va créer deux groupes, disons un groupe pour lequel ce modèle marche bien et un autre groupe pour lequel ce modèle ne marche pas bien. Ou peut-être le modèle marche d'une façon opposée. Enfin, de toute façon, ça, ce n'est pas un scalaire, c'est plutôt un vecteur qui est plutôt un gradient. Donc, je vais faire deux groupes et après, j'enchaîne de la même façon. Dans chacun de ces deux groupes, je vais continuer à splitter les groupes, à splitter la population en deux groupes, ainsi de suite, d'une façon hiérarchique, jusqu'à ce que je vérifie des conditions d'arrêt qui permettent que je n'overfit pas beaucoup. Si je continue s'il me reste qu'un point par jeu de données, par cluster, on sait que là, je peux arrêter, par exemple. Exactement. Oui, exactement. Donc, normalement, ça, c'est des approches qui sont plus populaires. Pour la question de déterminer la quantité de la différence entre deux clients, entre différents clients, ça, c'est plutôt une question plus difficile que la première parce que normalement, je ne sais pas la vraie distribution des données pour chacun des clients. Donc, c'est vraiment très difficile d'estimer la différence entre des clients. Mais on peut avoir une estimation de cette quantité, comme j'ai dit par exemple, de voir la performance d'un modèle sur mes jeux de données et sur le jeu de données de l'autre personne et voir, essayer de créer une métamétrique et essayer d'estimer la similarité entre les deux. Mais je pense qu'il y a moins de travaux dans cette direction-là par rapport à des algorithmes qui proposent de la personnalisation. Eric, est-ce que je peux répondre à une question de Karel Bourgeois très rapidement sur ce sujet ? Bien sûr, mais juste je précise parce que c'est bourgeois, pas bourgeois. Mais oui, bien sûr. Lire cette question, justement. Oui, en fait, Karel demande s'il n'y a pas un élément de risque de privacy, justement, quand on fait du Personalized Federated Learning en parole. Donc, est-ce que le modèle lui-même qu'on obtient, qui est personnalisé à une classe d'utilisateur ou à un utilisateur, ne peut pas divulguer des données sur l'utilisateur ? Et il se trouve effectivement, c'était aussi une des questions que j'allais poser. Voilà, il se trouve que dans un projet commun avec l'équipe des collègues d'Emmanuel, nous travaillons là-dessus. Nous venons de publier 2 papiers qui montrent en effet que nous arrivons à retrouver l'identité des personnes à travers le modèle qui a été adapté, le modèle de reconnaissance de parole qui a été adapté à ces personnes. Donc effectivement, dès qu'on personnalise sur un groupe ou une personne, on augmente le risque. Ce n'est pas automatique, mais on va forcément augmenter le risque de pouvoir divulguer des informations à travers les modèles maintenant. Pour peut-être faire le lien, et je parle sous votre autorité, Aurélien Bellet, avec la differential privacy, j'imagine que là, quand on personnalise, pour le coup, l'entrée, à savoir l'individu qu'on personnalise, a un effet énorme sur les sorties, et donc on a une faible differential privacy. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que je suis à l'ouest ? Oui, non, c'est ça. Alors souvent la differential privacy, on va rarement l'avoir de toute façon gratuitement sans rien faire de particulier. Ça va encore une fois impliquer de randomiser, de perturber un petit peu aléatoirement certaines quantités intermédiaires de l'algorithme, par exemple. Mais effectivement, l'intuition est je pense bonne sur l'idée que effectivement, plus on personnalise un modèle, plus potentiellement ces paramètres vont révéler des choses précises sur les individus. Et donc, si on veut avoir cette garantie de confidentialité différentielle dans ce cas-là, on va potentiellement devoir rajouter plus d'aléas, plus de bruit, et donc le coût peut-être en utilité peut se retrouver peut-être à annuler en fait les bénéfices de la personnalisation. Il y a quand même des cas, c'est quelque chose qui n'est pas encore beaucoup étudié, mais il y a quand même des cas où on arrive à la fois personnaliser et avoir quand même ce type de garantie. Mais c'est pas toujours clair quel compromis un petit peu d'efficacité et de protection on peut atteindre, effectivement. Est-ce que je peux juste ajouter un petit point sur ces dernières questions? Oui, bien sûr. Oui. En fait, je voulais juste préciser que dans beaucoup de cas, le modèle personnalisé n'est jamais transmis au serveur, donc il reste localement chez le client. Donc,
Cela fait que même si ce modèle il divulgue beaucoup d'informations sur ce client, mais il reste localement, donc personne n'a accès à ce modèle-là. Donc, c'est peut-être une autre couche de défense, si on veut dire. Question sur la performance. Toute chose égale par ailleurs. Si on entraîne un algorithme, si on centralise les données, on suit l'approche classique, et qu'on centralise les données, qu'on entraîne un modèle dessus, ou bien si on compare ça avec l'approche fédérée, où les données restent dispersées et on va faire circuler le modèle pour qu'il apprenne tour à tour ou en parallèle selon les configurations sur toutes les données. Est-ce qu'on va observer des différences importantes, soit en termes de vitesse de convergence, de vitesse d'apprentissage, soit en termes de performance finale, selon les métriques de performance qu'on aura sélectionnées. Alors, Othman, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Oui, ok. Donc ça, c'est une question très intéressante en fait. Donc je vais répondre sur 2 volets. Donc le premier volet sur d'un point de vue théorique. Normalement, pour caractériser la vitesse de convergence, disons, ou telle chose, on essaie de donner des bandes, des bornes. Des bornes. Oui, des bornes, oui, exactement. Oui, on essaie de donner des bornes supérieures sur l'erreur commise par notre algorithme. Donc, d'un point de vue asymptotique, les bornes obtenues par les algorithmes d'apprentissage fédérés, Confederated Averaging, avec Decreasing Learning Rate, vont être les mêmes que les bornes supérieures atteintes par Stochastic Gradient Descent. Donc, d'un point de vue optimisation, asymptotiquement, on a les mêmes bornes de convergence qui sont souvent de la forme 1 sur K. Donc, on a besoin de 1 sur K itération pour arriver à une erreur epsilon. Maintenant, d'un point de vue asymptotique, on a ça, mais d'un autre point, les constantes qui sont multipliées par ce facteur 1 sur K sont généralement différentes entre Stochastic Gradient Descent et Federated Averaging, par exemple. Donc, normalement, pour ces algorithmes fédérés, on va payer un coût additionnel parce qu'on fait d'une façon, on utilise beaucoup d'itérations locales. Donc, cela fait que nos gradients ne sont pas exacts durant toutes les étapes de gradient qui sont faites localement. Donc, notre gradient n'est pas exactement une direction de descente, mais il contient un petit peu de bruit. Et une autre partie de coût qu'on va payer est associée au fait que les données sont différentes. Donc, on essaie de minimiser des fonctions qui sont différentes. Donc, généralement, on a une quantité qui essaie de mesurer combien ces fonctions sont différentes, et cette quantité aussi apparaît dans ces bornes de convergence. Maintenant, d'un point de vue pratique, expérimentalement, il semble que les algorithmes d'apprentissage fédérés sont plus longs que les algorithmes centralisés. Il y a une très bonne comparaison que j'avais vue peut-être il y a 2 ans qui compare le niveau de dissimilarité des données, l'effet de dissimilarité des données sur la vitesse de convergence. Et donc, ce papier-là, il montrait que de plus en plus qu'on a des données qui sont hétérogènes, c'est-à-dire que de plus en plus que les fonctions locales sont différentes, de plus en plus que notre algorithme va converger moins rapidement, et potentiellement, il va converger vers des solutions qui sont moins bonnes que d'un algorithme centralisé. D'accord, donc dans certains cas, tant du point de vue de la vitesse que de la performance, on a une perte. Oui, exactement. Oui. Et c'est probablement dû au fait que tuner tous les paramètres est plus difficile avec l'apprentissage fédéré qu'avec l'apprentissage centralisé parce qu'on a moins de flexibilité, bien sûr. Merci beaucoup, Othman. On avait d'autres questions. J'en pose une qui, normalement, appelle une réponse assez rapide.
Existe-t-il des outils framework open source pour l'apprentissage fédéré? Aurélien Bellet, Eric Boniface, Jean-Patrice Glavkides, Alors, ça intéresserait je laisserai Aurélien parler peut-être parler sur la partie open source ou d'autres. Nous, je sais, en tout cas par expérience, nous, on fournit un outil d'apprentissage fédéré, donc on travaille pas comme Hotman sur des données fédérées qui ne sont pas maîtrisées. Donc l'approche est plus sur de la fédération silo où on maîtrise le jeu de données. Donc ça, c'est déjà opérationnel et on a en plus l'ajout de là, on parle de modèles qui sont quand même normalisés et les mêmes qui sont dans le fédéré. Nous, on a des algorithmes génétiques qui font de la modification de la structure même du réseau de neurones. Donc, du coup, on a des systèmes de convergence qui permettent de faire de la fédération. Donc après, on s'appuie aussi sur des outils open source. Et là, je vais laisser parler les autres sur la partie open source. Je peux donner quelques... Ah, pardon, je crois que quelqu'un parlait en même temps. Allez-y Aurélien, je pense que c'est... Ouais, je peux mentionner rapidement quelque chose qui existe. Donc, il y a d'une part plutôt des bibliothèques plutôt faites pour l'expérimentation, donc ils ne font pas la véritable distribution du calcul, mais qui permettent d'évaluer la performance un petit peu des algos, leur convergence, etc. Donc, des versions fédérées de TensorFlow, par exemple, donc la librairie TensorFlow Federated qui fait ça. Et après, il y a quand même de plus en plus maintenant de bibliothèques qui distribuent véritablement le calcul, qui sont encore souvent pas forcément complètement prêtes pour la production, notamment sur des aspects de sécurité, mais qui permettent de déployer véritablement ces algos sur différentes machines, etc. Et donc là, on peut citer par exemple, il y a une librairie qui s'appelle Flower, qui est pas mal développée, qui est open source aussi. PySIF, qui est développé par une organisation qui s'appelle OpenMind et qui est assez axée sur la protection de la vie privée. Et puis, il y a un développement aussi à l'INRIA qui est en cours et qui est appelé à sans doute grossir, donc qui s'appelle FedBiomed, qui est plutôt orienté sur les applications médicales. Mais voilà, et je pense qu'Eric Boniface pourra aussi dire quelques mots. Il existe aussi un framework qui s'appelle Substrat. Et donc, je vais évidemment le laisser en parler. Ouais, ça marche, merci Aurélien. En effet, nous, on travaille avec un framework open source qui s'appelle Substrat, qui est développé par Hawkin, qui est un partenaire avec lequel on travaille beaucoup, notamment dans les 2 projets que j'ai cités, qui est en fait positionné un petit peu à un endroit différent sur toute la pile de tout ce qu'il faut comme couche informatique pour faire ce genre de projet, qui est vraiment la couche d'orchestration des différentes tâches d'apprentissage et de circulation des algorithmes et des modèles. En fait, quand on fait du fédéré avec le principe de faire des itérations d'apprentissage local et des agrégations quelque part pour ensuite recommencer comme ça des milliers de fois, voire des dizaines de milliers de fois, il y a besoin d'un système qui va s'occuper de la circulation de tout ce qu'il faut faire circuler, d'avoir une queue de tâches qui s'exécutent dans un certain ordre, etc., etc. Et qui peut garantir que l'exécution qui est prévue elle est faite comme telle sur chaque machine, parce que chaque élément qui va s'exécuter a été signé, on vérifie la signature chaque fois que ça arrive, etc. etc. Donc, c'est avec cette couche-là que nous, on travaille dans ces 2 projets. Ce qui serait bien peut-être, c'est que quand il va y avoir un replay, une vidéo donc sur YouTube où il y aura cet enregistrement, on pourrait peut-être rajouter des liens vers ces ressources dont vous venez de parler. Eh bien, il est 18h31. Merci beaucoup. C'était vraiment un très grand plaisir de discuter de tout ça avec vous. On a bien vu que le sujet est très vaste. On avait aussi on était plutôt nombreux. Néanmoins, je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets. Voilà, je vous remercie très chaleureusement. Merci beaucoup. J'espère que ça donnera naissance à des collaborations ou à d'autres webinaires comme ça. Merci à tous les intervenants. Oui, je voulais remercier moi aussi de mon côté. Merci aux intervenants et à notre public. On a eu beaucoup de questions que de trouver des réponses. Pour rappel, dans la messagerie, vous trouvez le lien vers la chaîne YouTube de Hub Francia. Et de notre côté aussi, sur le site web du Voice Lab, on va vous envoyer le lien. Vous trouverez d'ici peu aussi l'enregistrement de ce webinaire.
Donc, encore une fois, merci. Je laisse la parole à Gaëlle. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, c'est parfait. Merci à tout le monde. En effet, une ressource disponible sur le site du Hub. N'hésitez pas à revenir vers nous, Hub Francia, Voice Lab, pour plus de questions sur tous ces sujets de l'IA dans la voix. Et nous aurons certainement, avec le Voice Lab, d'autres occasions de recréer des événements comme ce soir. Merci à tous. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au Merci, revoir. au revoir.